De votre point de vue, pourquoi on se devrait de cibler ses employés, puis quel type d'avantages ou d'aménagements on peut leur proposer? Eh bien, c'est une très bonne question. D'entrée de jeu, pourquoi cibler spécifiquement les femmes périménopausées et ménopausées en milieu de travail? C'est que c'est un enjeu. Présentement, pas juste au Québec, au Canada, c'est à l'international. Selon, statistiquement parlant, selon la Fondation canadienne de la ménopause, eh bien, les conséquences économiques pour les employeurs représente une perte de production de 237 millions de dollars au Canada pour les employeurs. Alors ça, on parle de chiffres, c'est criant. Et le groupe d'âge de femmes âgées entre 45 et 55 ans est le groupe d'âge démographiquement le plus en croissance sur le marché du travail. Alors, c'est un enjeu important. L'employeur, gestionnaire, tout le personnel doit être conscientisé, en fait, sur l'importance de les retenir, de les conserver le plus longtemps possible sur le marché du travail pour qu'elles se sentent aussi... plus on les soutient, en fait, plus on les écoute, plus elles se sentent valorisées, respectées. Elles vont avoir des ressources pour prendre soin d'elles, revenir en force. Elles vont vouloir s'engager davantage dans l'organisation et, en bout de ligne, on ne s'en cache pas, devenir plus productives. Mais pour vous brosser un état de la situation, comme vous voyez à l'écran, toujours selon la Fondation canadienne sur la ménopause, c'est une perte de revenus pour les femmes qui vivent des symptômes incommodants, handicapants, une perte de 3,3 milliards de dollars. Et là, vous me direz, ben voyons donc, c'est quoi ces pertes de revenus-là? Grosso modo, c'est prouvé que c'est une femme sur 10 qui va devoir quitter son emploi en raison de symptômes handicapants, que ce soit l'endométriose, des règlements hormonaux ou peu importe, je ne rentrerai pas dans les détails. Et si certaines femmes doivent diminuer leurs heures de travail, donc perte de revenus, si elles travaillent à temps partiel, elles peuvent moins cotiser dans leur fonds de retraite. Hein? On parle de régime d'épargne retraite, mais ça, c'est une réalité. Bref, ça fait partie du 3,3 milliards de dollars et ça représente 540 000 jours de perdus pour les femmes au Canada en moyenne parce qu'elles doivent prendre en charge, si on veut, leurs symptômes. Et pour continuer, si on veut, dans la même veine de l'état de la situation, on me pose souvent la question, mais pourquoi il faut parler de la ménopause en milieu de travail? L'employeur, il n'y a rien à voir là-dedans. Au contraire. Oui, c'est une responsabilité partagée. La femme doit s'informer, aller chercher de l'information, mais c'est d'abord et avant tout pour briser le tabou, parce qu'il y a beaucoup de changements de culture à faire en ce moment. C'est pour éviter la stigmatisation, la discrimination en milieu de travail. Ça a l'air banal comme ça, mais ça existe encore en 2024. On parle de la loi sur l'harcèlement aussi psychologique en milieu de travail et la dévalorisation des femmes en ménopause, surtout dans les secteurs non conventionnels. On parle des manufactures, la construction ou autres domaines. C'est majeur. Donc ça, c'est une des raisons. Et juste en parler pour que tout le monde se sente à l'aise, pour ne pas se sentir jugé d'en parler. Puis, ça permet de comprendre ce qu'elles vivent au quotidien, hein? Les défis qu'elles doivent affronter chaque jour et les conséquences sur leur santé globale, physique, économique et sociale. Et la santé des femmes, que ce soit la périménopause, la ménopause, les congés menstruels, les congés parentaux ou tout autre, si on veut, problème de santé féminine, c'est une tendance internationale. Okay? C'est vraiment un enjeu économique, oui, pour les entreprises, mais il faut penser aussi à la santé de notre société. Et ce qui vous intéresse, évidemment, ce sont qu'est-ce que les employeurs peuvent faire concrètement en entreprise? Eh bien, il y a plusieurs actions concrètes. Hein? On y va une journée à la fois, une action à la fois. Le but, c'est de ne pas précipiter les choses, un peu comme Mme Lehoul disait tout à l'heure, une chose à la fois. Donc,
il y a des mesures à court terme, des mesures à moyen et long terme. Donc, demain matin, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Premièrement, c'est d'en parler. Est-ce qu'on peut créer des espaces de dialogue? Juste en parler. Et quand je parle des espaces de dialogue, c'est un endroit approprié. Si on mandate quelqu'un dans les ressources humaines ou peu importe dans l'organisation pour recevoir ces personnes-là dans le besoin, qui sont en pleurs, qui ont besoin d'aide, ça prend de la formation aussi. S'assurer que ça soit dans un endroit porte close, en taux de confidentialité, et s'assurer de créer des espaces-temps dans l'agenda. C'est pas juste de le dire, mais c'est de faire venir des spécialistes, des conférenciers, des formateurs sur le sujet pour démystifier. Les hommes aiment ça aussi, les plus jeunes également. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux comprendre, démystifier les étapes, les comportements, parce qu'on parle aussi comment on peut agir au quotidien avec ces femmes-là. Il y a un côté comportemental, évidemment. Et les aménagements de travail, c'est super important. Est-ce qu'on a le bon éclairage? Est-ce qu'on a des fenêtres? Si la personne est plus déprimée, est-ce qu'elle peut sortir, prendre plus de pauses, aller marcher 10 minutes de plus sur l'heure du midi parce qu'elle a besoin d'ensoleillement? Est-ce qu'on a un système de ventilation, de climatisation adéquat? Des fois, quand on a des bouffées de chaleur puis que 2 minutes après, on a froid, pas toujours évident de se concentrer. Bref, politique à court terme, et j'ajouterais qu'il est très important et très demandé, politique de flexibilité. Hein, le télétravail, on en parle, c'est très apprécié. Conciliation travail-famille. Également, je vous dirais, est-ce que c'est possible d'offrir des horaires variables, des semaines comprimées, etc., etc. À moyen et long terme, OK, je spécifie bien à moyen et long terme, parce que pour avoir un retour sur l'investissement, ça prend minimum 2 ans, je vous dirais, pour être capable de mesurer. On parle de pouvoir mesurer, c'est hyper important, parce que des fois, on peut avoir un plan d'action, décider de choisir des interventions. Est-ce qu'on la reconduit l'année d'après? Est-ce qu'on en ajoute? Est-ce qu'on enlève? C'est vraiment essai-erreur au début, mais en moyenne, c'est 2 ans. Dans les avantages sociaux, est-ce que c'est possible, dans les régimes d'assurance collective, de bonifier la couverture des soins de santé, mais à la couleur féminine? Autrement dit, si on a des soins de santé fixes dans les organisations ou encore de façon virtuelle en télétravail, est-ce qu'on peut ajouter des spécialistes pour le traitement de la ménopause dans l'offre de services? Quand je parle de spécialistes, est-ce qu'on peut avoir un médecin spécialisé en hormonothérapie bioidentique classique, gynécologue obstétricien? On parle aussi dans les programmes d'aide aux employés, la santé mentale, c'est hyper important. Mais premièrement, de bien informer. Hein? On parle de la communication, je pense que c'est le fil conducteur de la journée d'aujourd'hui, que les employés sachent où aller chercher l'information, les bonnes ressources, et d'ajouter, s'il vous plaît, des psychologues ou des thérapeutes en cognitivo-comportemental, parce que c'est prouvé que ça aide énormément de femmes qui vivent des périodes plus dépressives, de tristesse, voire même des pensées suicidaires. Et j'ajouterais également dans les comptes de dépenses, on parlait des comptes santé tout à l'heure, des comptes de soins de santé et de mieux-être, mais d'ajouter aussi d'autres spécialistes complémentaires, parce que les femmes n'oseraient pas le demander si c'est tabou. Mais si on commence par en parler, pourquoi ne pas ajouter, par exemple, des physiothérapeutes qui sont spécialisés dans le plancher pelvien? Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes vivent d'incontinence. Eh bien, oui. Et ça, c'est très malaisant, incommodant. Ça permet si on veut, de muscler le plancher pelvien. Ça, c'est des sources de revenus qui peuvent avoir un certain pourcentage. D'avoir des naturopathes qui sont spécialisés dans le débalancement hormonal. Ça existe. Parce qu'avant de travailler sur l'alimentation, on va d'abord travailler sur l'inflammation, les ballonnements, les gaz. Après ça, aller chercher les nutritionnistes pour vous aider à avoir un plan concret pour diminuer soit vos bouffées de chaleur, les suppléments. Oui, perte de poids, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1, mais c'est de vous aider à réduire les symptômes. Acupuncteur, ça diminue les bouffées de chaleur. Les hypnologues, l'hypnose, c'est de plus en plus demandé pour les femmes qui vivent beaucoup de périodes d'anxiété généralisée, différents symptômes aussi de dépression, suicide. Donc, c'est cette façon-là qu'on peut bonifier, si on veut, notre régime d'assurance collective pour devenir plus compétitif et attractif. Et j'ajouterais aussi d'instaurer des politiques
à moyen long terme, soit dans le cadre de l'équité, diversité, inclusion, on entend de plus en plus parler, alors les femmes font partie de ce groupe-là. Et n'oubliez pas les hommes, parce que les hommes aussi vivent l'andropause, cancer de la prostate, chez les femmes, cancer du sein. Donc, de bonifier, si on veut, d'ajouter des mesures spécialisées sur la ménopause, l'andropause, dans le cadre des politiques équité, diversité, inclusion, ou encore de créer une politique ménopausique. Alors, ici au Canada, ça n'existe pas encore et je suis en train d'en développer une à l'aide de professionnels en ressources humaines. Donc, parce qu'elle existe dans d'autres pays. Hein. Comme disait Mme Lehoux ici, on ne réinvente pas la roue, ça existe à l'international. On est une dizaine d'années en retard ici au Québec, au Canada. Ça existe au Royaume-Uni, en Australie et quelques endroits aux États-Unis. Donc, plus on en parle, plus on démystifie, l'union fait la force, solidarité homme-femme, puis on va arriver à avoir de meilleures conditions de travail. Bien, déjà aujourd'hui, ça nous conscientise aussi d'y penser quand on réfléchit à nos programmes de rémunération. Si tu avais une invitation aux organisations qui sont avec nous, ce serait laquelle? On me disait avant-gardiste. Dès que j'ai commencé à offrir mes conférences, mes ateliers en entreprise, et je suis consciente qu'il y a plusieurs enjeux actuellement, que ce soit la surcharge de travail, le stress, la santé mentale, la fatigue numérique beaucoup durant la pandémie. Et j'ajouterais maintenant, ce que les gens souhaitent, c'est vraiment le développement personnel, l'avancement de carrière, l'éducation financière. Donc, on s'entend que la ménopause en milieu de travail est peut-être moins prioritaire. Mais ce que je peux vous mentionner, c'est que si on a une petite fenêtre pour tout le personnel, simplement pour conscientiser, je vous garantis que vous allez améliorer le climat de travail parce qu'il va y avoir moins de jugement, plus de compassion, plus d'empathie. On comprend déjà mieux ce que les personnes vivent, ménopausées, et de ne pas oublier les hommes non plus. Donc, pour moi, c'est d'avoir une certaine ouverture. Je le sais que ça part d'en haut, c'est une culture d'entreprise, mais il faut apprendre aussi à la bonifier, juste ouvrir un petit peu. Et dites-vous qu'on ne réinvente pas la roue, ça se fait ailleurs dans le monde, un pas à la fois, mais juste d'en parler et si une personne dans votre organisation se sent à l'aise et soutenue par un collègue, juste ça, ça fait toute la différence. Donc, l'ouverture et l'espace de dialogue. La communication, on ne s'en sort pas. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Oui. Mathilde avait peur que j'oublie la période de questions, mais non. Je trouvais qu'on se devait de les remercier avant d'aller vers la période de questions. Donc, on a quelques questions pour vous qui sont entrées via Slido. Vous pouvez en ajouter. Évidemment. Donc, la première, c'est comment avoir une discussion ouverte avec son gestionnaire sur ses problèmes de santé féminine lorsque ce dernier est dans le sexe masculin. On dirait que tu tournes vers Marie-Ève. Une sommité. Moi, quand j'aborde un gestionnaire, qu'il soit homme ou femme, je l'aborde de la même façon parce que je dirais... Exemple, si la personne, le gestionnaire en question a un enfant, hein? Avez-vous déjà pris en flagrant délit votre ado, exemple, dans sa chambre? Vous avez trouvé un petit condom, OK? Vous n'avez jamais abordé le sujet de la sexualité avec votre ado? Il y a comme un petit malaise. On s'est dit, bon, je suis inconfortable, comment je vais parler de ça? OK, on est rendu là. Bon, c'est un peu le même principe que parler de la ménopause et de la périménopause. Au début, on est réfractaire parce qu'on ne sait juste pas nécessairement c'est quoi. Donc, juste d'être informé. Ça commence par d'un atelier, une conférence, de la formation. Tout passe par l'éducation. Okay? On brise les barrières. Après ça, si on veut aller plus loin pour faire des plans d'intervention, on veut offrir des stratégies d'accommodement, c'est possible d'aller plus loin.
Donc, c'est sûr, quand les entreprises ont un comité santé-mieux-être à l'interne, idéalement, c'est d'avoir une personne qui représente chaque département, homme, femme, quelqu'un qui est syndiqué, quelqu'un qui est dans la haute direction, un employé terrain, une femme, un homme, pour s'assurer d'avoir toujours dans le plan d'action, les interventions, une certaine équité qui est là. Donc, je dirais simplement, un peu comme Jean-Michel a eu un peu l'ouverture d'écouter le besoin des femmes, même si c'est un homme, c'est un peu le même principe en tant que tel.